Bonjour, toujours dans le cadre de la matière bioinformatique destinée aux étudiants de Master 1 Biotechnologie alimentaire, et après avoir vu précédemment le premier type d'outils essentiels à l'analyse bioinformatique que sont les bases de données biologiques, nous allons voir aujourd'hui le deuxième grand type d'outils qui sont primordiaux à l'analyse bioinformatique. Ces outils sont les comparaisons des séquences biologiques. La comparaison des séquences biologiques, qu'elles soient nucléiques ou protéiques, obtenues expérimentalement ou par prédiction informatique, stockées et accessibles comme on l'a vu précédemment à partir des bases de données biologiques, est à la base de la plupart des applications de la bioinformatique. Ces applications peuvent aller de l'annotation des séquences biologiques et jusqu'à la modélisation de nouvelles molécules en passant par une variété d'analyses visant à élucider l'information biologique. L'évolution des gènes, c'est-à-dire leur variation par mutation dans le temps, laisse une trace qui est parfaitement visible lorsque l'on compare leurs séquences. Cette évolution s'effectue essentiellement par ce qu'on appelle des mutations ponctuelles. Une mutation ponctuelle est une mutation qui se produit au niveau d'une seule position, à la fois au niveau de la séquence. Les mutations ponctuelles peuvent se produire par deux phénomènes, soit par apparition-disparition d'un résidu, on parle alors d'insertion-délétion, ou tout simplement d'indel, ou bien par remplacement d'un résidu par un autre, ou ce qu'on appelle substitution. Lorsque l'on compare deux séquences de gènes ou de leurs produits, on apparie, c'est-à-dire on positionne les positions ou bien les sites de ces dernières afin de comptabiliser la fréquence d'apparition de ces mutations ponctuelles, indel et substitution, ainsi que l'apparition des identités de résidus au niveau de chaque position. Graphiquement, on représente la présence d'indel par des trous, comme ici, appareillés à des résidus. Donc un trou en face d'un résidu. On parle alors de gap, bien de trou. Les substitutions sont représentées par ce qu'on appelle des mésappariements ou bien mismatch, et les identités positionnelles ou bien ponctuelles sont appelées appariements bien match. L'insertion ou la délétion d'une base nucléique conduisent à une modification du cadre de lecture lors de la réplication ou de la transcription, pouvant mener à une interruption prématurée de la traduction. Et donc c'est pour cela que la plupart des modèles évolutionnaires estiment que la fréquence d'apparition d'un gap est beaucoup plus faible que la fréquence d'apparition d'un mismatch et que la fréquence d'apparition de deux ou de plusieurs gaps successifs, ce qu'on appelle gap d'extension, sur une séquence est plus élevée que celle de l'apparition du premier gap qu'on appelle gap d'ouverture. Dans une séquence ADN, les substitutions peuvent se produire soit par transition entre deux bases puriques, ou bien par transition entre deux bases pyrimidiques, ou bien par transversion entre une base purique et une base pyrimidique, et on estime que la fréquence des substitutions par transition est plus grande que celle des substitutions par transversion. Ceci est lié à la différence de taille entre les purines, qui sont plus grandes, et les pyrimidines. Les substitutions non synonymes sur les sites de deux ou plusieurs séquences protéiques peuvent être classées en substitution conservative. C'est le cas où la substitution se fait entre deux acides aminés possédant les mêmes propriétés physico-chimiques. Par exemple, entre deux acides aminés aromatiques. Ensuite, vous avez les substitutions semi-conservatives. C'est le cas où les acides aminés substitués possèdent des propriétés proches. Par exemple,
une substitution entre un acide aminé chargé positivement et un acide aminé chargé négativement. Ensuite, vous avez des substitutions qui sont non conservatives. Elles sont les moins fréquentes et elles se produisent lorsque les acides aminés substitués sont très différents. Par exemple, un acide aminé soufré est substitué par un acide aminé aromatique. Moins la substitution est conservative, plus elle aura l'effet sur la structure et la fonction de la protéine par la suite. Par exemple, ici vous avez la séquence ADN suivante qui, lorsqu'elle est transcrite, va donner cette séquence et cette séquence d'ARN messager va elle-même donner cette séquence protéique lors de la traduction. Alors, un premier type de substitution non synonyme est une substitution qui se produit au niveau d'un seul résidu nucléique et qui va provoquer un arrêt prématuré de la traduction. Dans ce cas, on parle d'une mutation non-sens. Un autre type de mutation ponctuelle non synonyme est celle qui va provoquer le remplacement ou bien la substitution d'un acide aminé par un autre. Dans ce cas, on parle de mutation faux sens. Ensuite, les mutations synonymes sont celles qui, lorsqu'elles se produisent, elles n'affectent pas l'acide aminé traduit. Et dans ce cas, on parle de mutation silencieuse parce qu'elle n'a pas d'effet à l'échelle protéique. Ensuite, les mutations par insertion des lésions peuvent être plus graves et peuvent provoquer un arrêt prématuré de la mutation, comme ici, comme elles peuvent provoquer un changement très radical de la séquence protéique. Les méthodes de comparaison des séquences reposent dans la plupart des applications sur la notion d'alignement. L'alignement est une opération qui vise à identifier des zones communes entre un groupe de K séquences et la présence de zones communes au niveau de ces séquences va permettre d'indiquer que leur structure, qu'elle soit primaire, secondaire ou tertiaire, est semblable et que donc leurs fonctions biologiques sont proches, voire différentes dans le cas d'une dissimilarité. Cela va permettre également de savoir si elles possèdent des origines communes ou éloignées. C'est la notion d'homologie. Si deux molécules possèdent des séquences similaires, elles auront forcément des structures similaires et par conséquent des fonctions biologiques proches. En revanche, l'inverse n'est pas toujours vrai. Cela est particulièrement vrai au niveau protéique où vous pourrez avoir deux protéines avec des séquences assez éloignées qui assurent la même fonction biologique. Selon le nombre de séquences comparées, l'alignement peut se faire 2 à 2. On parle alors d'alignement par paire, comme il peut se faire entre plusieurs séquences à la fois. On parle alors d'alignement multiple. L'alignement peut également, selon la taille, prendre en compte des séquences sur toute leur longueur. On parle alors d'alignement multiple global, comme il peut prendre uniquement des fragments particuliers à l'intérieur de ces séquences. On parle alors d'alignement local. Nous allons commencer dans ce chapitre par voir l'alignement par paire, global puis local. Ensuite, nous aborderons les alignements multiples, globaux et locaux et leur utilisation. Dans l'alignement par paire, il s'agit d'aligner deux séquences nucléiques ou deux séquences protéiques à la fois d'une manière objective, c'est-à-dire indépendamment de l'œil de l'observateur qui est faillible, et optimale, c'est-à-dire rendant le meilleur résultat d'alignement possible. Pour cela, il existe plusieurs termes permettant de quantifier cette ressemblance entre deux séquences biologiques. D'abord, la similarité est une quantité qui se mesure en pourcentage d'identité ou par un score de similarité. L'identité elle-même peut être définie comme étant une ressemblance parfaite entre deux séquences. On définit le pourcentage d'identité
notée pourcentage ID entre deux séquences A et B comme étant le nombre d'identités ponctuelles ou bien match entre elles après alignement, rapporté à la longueur de l'alignement, notée T, cette longueur étant le nombre total des sites de l'alignement. Un score de similarité est égal au nombre de matchs moins le nombre de mismatchs plus le nombre de gaps. La somme des valeurs des mutations ponctuelles va représenter ce qu'on appelle la distance d'édition ou bien la distance observée, notée grand D. Cette distance sépare les deux séquences A et B et son expression va avoir la formule suivante. La distance entre A et B est égale à la somme des mismatchs plus la somme des gaps. La distance d'édition entre deux séquences est plus simplement définie comme étant le nombre minimal d'opérations à effectuer pour transformer l'une en l'autre. La distance d'édition, bien la distance observée, va permettre de quantifier la dissimilarité entre deux séquences. Et elle est donc inversement proportionnelle à la similarité. L'homologie est une propriété liée à l'évolution des séquences. Deux séquences sont dites homologues si elles possèdent un ancêtre commun. Cette homologie présente la particularité d'être transitive. Ça veut dire que si la séquence A est homologue à B et que la séquence B est homologue à la séquence C, alors A est homologue à C, même si A et C se ressemblent très peu. En pratique, l'homologie entre deux séquences est inférée avec confiance ou bien confirmée lorsque le pourcentage d'identité entre elles est supérieur ou égal à 30% et que l'alignement couvre au moins 70% des deux séquences. En revanche, si deux séquences partagent moins de 30% d'identité, elles peuvent quand même être homologues. Cela voudra juste dire que le taux de mutation a été élevé au cours de l'évolution. L'homologie est donc une propriété intrinsèque et ne peut être réellement quantifiée. Dans cet exemple, nous avons les deux séquences qu'on nommera N1 et N2. Supposons que leur alignement sera comme suit, avec 10 positions où il y a identité ponctuelle sur 14 positions de l'alignement possible. Le pourcentage d'identité sera donc égal à 71,42%. Dans ce cas, l'alignement couvre 100% des deux séquences avec un pourcentage d'identité supérieur ou égal à 30%. On en déduit que les deux séquences sont homologues. À la même occasion, on peut calculer le score d'alignement des deux séquences. Le score sera égal au total de matchs, qui est de 10, moins le nombre total de mutations ponctuelles, c'est-à-dire le nombre de substitutions, qui est égal à 1, plus le nombre d'insertions délétions, qui est au nombre de 3. Le score d'alignement sera donc égal à 6. Pour ce qui est de la distance, elle est égale à la somme des mutations ponctuelles. Dans ce cas, elle sera égale à 4. Une des méthodes rapides de comparaison entre deux séquences est ce qu'on appelle les matrices de points. Une matrice de points, appelée également dot plot, est une méthode simple de représentation graphique des positions de similarité entre deux séquences, ou bien même sur la même séquence. D'autres phénomènes biologiques peuvent être observés dans un dot plot, par exemple les répétitions internes, les palindromes, les insertions et les transpositions. Cette méthode consiste à positionner les deux séquences de manière perpendiculaire dans un tableau et de mettre à chaque fois un point dans la case ponctuelle où il y a appariement bien match. La multiplicité des points forme des diagonales. Les décalages correspondent à des insertions délétions
Et les segments parallèles indiquent des répétitions. L'examen de la diagonale centrale, par exemple celle-ci, permet de trouver le meilleur alignement possible entre les deux séquences. Même si cette méthode n'est plus vraiment utilisée pour l'alignement des séquences, en raison de ses limitations, notamment l'illisibilité quand les séquences sont trop divergentes, par la génération de bruits de fond illisibles, ou bien en raison également du manque de précision et des difficultés dans l'interprétation, cette matrice de points permet d'explorer sans a priori toutes les combinaisons possibles de ressemblance entre les deux séquences. Et certains outils que nous verrons plus tard, notamment BLAST et FASTA, utilisent ce principe dans leurs premières étapes. Par exemple, vous avez ici des phénomènes biologiques détectés par des matrices de points sur des séquences nucléiques ou bien protéiques. Dans l'exemple A, l'alignement entre deux séquences, représenté par la diagonale centrale de la matrice, représente le meilleur alignement possible entre les deux séquences nucléiques. Dans l'exemple B, l'alignement principal est interrompu par une insertion de 3 positions successives, représentées ici par une ligne horizontale, composée du segment TTT, lui-même étant une répétition du même résidu sur la séquence horizontale. Pour l'exemple C, la séquence a été alignée avec elle-même. C'est pour cela qu'on va avoir une diagonale complète de bout en bout, avec obtention d'une diagonale croisée, ce qui indique que la séquence kayak est une séquence palindromique. Une séquence palindromique est une séquence qui se lie de la même manière dans les deux sens, gauche à droite et droite à gauche, ou plutôt 5', 3' et 3', 5', voire N terminal, C terminal et inversement. Pour l'exemple D, les 3 segments représentés ici en violet sont parallèles et indiquent 3 répétitions internes du même segment peptidique rept dans la séquence verticale. Dans l'exemple E, les répétitions internes qui sont symétriques, notées en vert, indiquent la répétition du segment GCA sur la même séquence. Enfin, dans l'exemple F, la présence de 2 diagonales non centrales qui, quand la deuxième commence là où se termine la première, indique ce qu'on appelle une transposition, c'est-à-dire un changement de position entre 2 segments qui sont ADN et PRTN sur les 2 séquences. Plusieurs logiciels de génération de dot plot sont disponibles gratuitement sur Internet, notamment DotTop, mais notamment Dotlet.js, conçu pour les séquences protéiques, et Polydot, qui compile les séquences de points de plusieurs séquences à la fois, ou même de DGenies pour la comparaison entre 2 génomes entiers. Ces logiciels permettent de définir le nombre minimal de points dans un segment pour être indiqué. Ce filtrage va réduire le bruit de fond de l'image et améliore la lisibilité du dot plot. Vous avez ici, par exemple, des dot plots réalisés avec le logiciel DotTop où on compare les zones communes entre les séquences biologiques de la rubisco, qui est une enzyme impliquée dans la photosynthèse, issue d'une espèce d'épinard et d'une algue. Lorsque l'on compare les 2 séquences à l'échelle nucléique, avec une taille des segments supérieure ou égale à 3 paires de bases, vous avez un bruit de fond très important parce que le logiciel vous montre tous les points continus constitués d'au moins 3 résidus constitutifs. Cela empêche une bonne lisibilité du dot plot. Dans l'exemple B,
on a pris les mêmes séquences nucléiques et on les a comparées, mais cette fois-ci en augmentant le paramétrage de la taille minimale des segments continus affichés à au moins 10 paires de bases. Cela va permettre d'éliminer tout le bruit de fond du dot-plot et va vous permettre de voir ici en position diagonale centrale les zones communes entre la séquence première et la deuxième séquence de l'enzyme Rubisco chez les deux espèces. Ensuite, si l'on compare les deux séquences à l'échelle protéique, on va remarquer que les zones communes augmentent de taille. Cela est dû au fait qu'à l'échelle protéique, il y a eu élimination des zones introniques, ce qui permet de réduire la quantité de dissimilarité entre les séquences à l'échelle protéique. Maintenant, pour l'alignement par paire, le score de similarité peut être calculé de sorte à ce que la différence entre les matchs et les mismatchs, ou bien la fréquence et la gravité des mutations ponctuelles, soit prise en considération. Et lorsqu'on souhaite maximiser le score de similarité entre deux séquences, on peut adopter un système de score où seuls les matchs recevront un score positif. Et plus il est élevé, plus on donne du poids aux identités ponctuelles, alors que les mutations ponctuelles recevront un score nul, voire négatif. Dans ce cas, on parle de pénalité. Ce système de score, où l'on prend uniquement en considération les identités ponctuelles, est appelé matrice d'identité. Ces matrices d'identité sont utilisées pour l'alignement des séquences nucléiques ou lorsque les séquences sont très proches. Toutefois, elles ne permettent pas de prendre en considération certains phénomènes biologiques tels que les substitutions, notamment dans le cas des séquences protéiques. Une des manières de remédier à ce problème est de donner des scores élémentaires inversement proportionnels à la gravité et à la fréquence de la mutation. Ce système est appelé matrice de substitution. Si on prend les deux séquences de l'exemple précédent, on peut prendre un système de score qui va donner un score positif aux identités ponctuelles et qui va donner un score nul lorsque il y a mutation, qu'elle soit par gap ou par substitution. Dans ce cas, on ne prend en considération que les identités ponctuelles. On parle dans ce cas d'une matrice d'identité simple. Ensuite, dans certains cas, on doit augmenter la différence de score entre les identités ponctuelles et les mutations ponctuelles et de considérer le degré de gravité de ces mutations. Alors, dans ce cas, on va attribuer un score très positif aux identités ponctuelles et on va pénaliser les mutations ponctuelles, mais à des degrés différents. Par exemple, on va considérer que les substitutions sont moins graves que les indels, et donc on va leur attribuer un score négatif, ou bien une pénalité qui est moins élevée que celle des gaps. Et pour les gaps, on va distinguer entre les pénalités d'ouverture, c'est-à-dire l'apparition d'un premier gap. On a dit qu'il était moins fréquent que le gap d'extension, auquel on va donner un score ou bien une pénalité moins grave. Vous avez donc par exemple ici l'exemple de la matrice d'identité appelée DNA Full, qui est utilisée pour certains logiciels. Ensuite, on peut avoir recours à ce qu'on appelle une matrice de substitution, où dans ce cas, on va prendre en considération les substitutions entre les séquences. Dans ce cas, on va toujours attribuer un score positif élevé aux identités ponctuelles, mais on va prendre en considération la distinction entre les substitutions et les indels. Et à l'intérieur des substitutions, on va distinguer entre les substitutions par transition, qui sont plus fréquentes que les substitutions par transversion, et on va leur donner un score plus élevé comparativement aux substitutions par transversion.
Ensuite, toujours par degré de gravité, on va donner des pénalités d'extension qui sont moins élevées que celles des pénalités des gaps d'ouverture. Ce qu'on appelle une matrice de substitution. Alors, dans l'alignement par paire, le choix de la matrice de score va influencer grandement le score de similarité. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous changez de matrice de score, le score de similarité va grandement changer. Dans le cas de la comparaison des séquences protéiques, les matrices de score utilisées pour réaliser l'alignement de ces séquences protéiques sont des matrices de substitution basées sur la nature physico-chimique des 20 acides aminés traduits par le code génétique. En effet, les acides aminés sont classés en familles selon leurs propriétés et certains acides aminés peuvent être remplacés par d'autres sans que cela altère le rôle et la fonction biologique de la protéine. Par conséquent, deux séquences protéiques peuvent avoir des séquences similaires, c'est-à-dire qui ne sont pas identiques mais qui sont proches, avec une fonction conservée. Plusieurs systèmes de score ont été proposés, peuvent être classés en deux catégories. D'abord, les matrices de score physico-chimiques. Ce sont des matrices basées sur les caractéristiques physico-chimiques des acides aminés. Le score attribué à chaque paire d'acides aminés est d'autant plus faible, voire négatif, que leurs propriétés physico-chimiques sont différentes. Par exemple, la substitution entre le tryptophane, qui est un acide aminé hydrophobe, qui se trouve souvent à l'intérieur des structures tertiaires protéiques, et l'acide aspartique, qui est quant à lui hydrophile, et donc fréquemment rencontré à la surface des protéines, est susceptible de provoquer une perte de fonction à la protéine, et sa fréquence va donc être très rare. Alors qu'une substitution entre l'acide aspartique et l'acide glutamique, qui sont de même nature physico-chimique, sera conservée et donc beaucoup plus fréquente. Dans ce cas, la substitution entre tryptophane et acide aspartique va avoir un score élémentaire négatif, alors qu'un score positif sera attribué à la substitution entre acide aspartique et acide glutamique. Le deuxième type de matrice de score est un type appelé matrice de score évolutive. Comme leur nom l'indique, ces matrices vont prendre en considération le caractère de substitution des acides aminés au cours de l'évolution. Le principe consiste à utiliser la fréquence à laquelle les différents acides aminés sont trouvés à des sites homologues dans des ensembles de séquences de protéines proches. La similarité des acides aminés est alors mesurée par un score exprimant la facilité avec laquelle l'évolution les remplace les uns par rapport aux autres au cours du temps. Pour ce type de score, la propriété que les appariements observés plus rarement qu'attendus au hasard vont être comptés négativement. Dans ce cas, la substitution est considérée comme étant défavorisée par l'évolution, tandis que ceux observés à une fréquence attendue au hasard ne comptent pas et on va leur attribuer un score de 0, et que ceux observés à une fréquence supérieure seront comptabilisés positivement, avec une fréquence de remplacement d'un acide aminé par un autre au cours de l'évolution des protéines qui dépend de son rôle fonctionnel et structurel précis dans différentes protéines. Si on prend l'exemple précédent, pour qu'une substitution entre l'acide aspartique et l'acide glutamique se produise, seule une mutation du dernier nucléotide du codon de l'acide aspartique est nécessaire pour avoir le codon de l'acide glutamique, alors qu'une substitution entre l'acide aspartique et le tryptophane nécessite la mutation de la totalité des positions du codon acide aspartique. La probabilité donc que la première substitution se produise est beaucoup plus élevée et son score de substitution sera plus élevé et positif. Vous avez dans ce tableau des exemples de matrices de score de substitution des acides aminés. En bioinformatique, les matrices les plus utilisées sont les matrices évolutives, en particulier les matrices
PAM et les matrices Blossom. Les matrices de substitution PAM pour Point Accepted Mutation ont été développées à partir de l'alignement global d'environ 16 130 séquences très semblables, c'est-à-dire ayant une identité supérieure à 85%, qui appartiennent à 2621 familles de protéines différentes. Le nom de ces matrices est indiqué par PAM suivi par un chiffre n. Ce chiffre indique le nombre de mutations ponctuelles acceptées. Par exemple, vous avez ici la matrice PAM 250, donne la probabilité que 250 mutations soient acceptées pour 100 acides aminés. Dans cet exemple, le score de substitution entre le tryptophane et l'acide aspartique est de -7, alors que la substitution entre l'acide aspartique et l'acide glutamique a un score de 3. Les matrices de substitution Blossom, pour Block's Substitution Matrix, sont issues de l'observation de blocs d'acides aminés issus des régions conservées de protéines qui sont cette fois-ci relativement éloignées, mais qui sont toujours apparentés. Leur nom est indiqué par le terme Blossom suivi d'un chiffre n, n étant le pourcentage d'identité des protéines observées. Pour mesurer les fréquences des acides aminés, 2000 blocs en gap de 500 groupes de protéines ont été examinés en comptant le nombre de correspondances et le nombre de mésappariements de chacun des 20 acides aminés. Par exemple, vous avez ici la matrice Blossom 62. Ces valeurs ont été obtenues à partir d'un jeu de séquences ayant un pourcentage d'identité d'environ 62%. Et toujours pour l'exemple précédent, le score de substitution entre le tryptophane et l'acide aspartique, -3, alors que la substitution entre l'acide aspartique et l'acide glutamique a un score de 2. Pour le choix de la bonne matrice, cela va dépendre souvent du domaine d'application, mais également du niveau de similarité des séquences protéiques alignées. Si vous voulez comparer des séquences protéiques dont le pourcentage d'identité est assez faible, vous pouvez par exemple opter pour la Blossom 30 ou bien pour la PAM 250, alors que si vous êtes en train de comparer des séquences protéiques avec un pourcentage d'identité assez élevé, vous pouvez opter pour la Blossom 80 voire la PAM 50. Maintenant, nous allons voir la notion de l'alignement optimal. Un alignement optimal est une analyse qui donne le nombre minimum de mutations ponctuelles qui permettent de transformer une séquence en une autre. Cela veut dire que l'alignement optimal est obtenu quand la coïncidence des lettres composant les deux séquences est maximale. Afin de trouver cet alignement optimal, on peut appliquer ce qu'on appelle un algorithme naïf. On va calculer tous les alignements possibles entre deux séquences en prenant en considération toutes les positions de match ou bien identité, de mismatch, c'est-à-dire de substitution, et de gap, c'est-à-dire d'indel possible. En informatique, un algorithme est la description précise, sous forme de concept simple ou bien d'instruction, bien de recette, de la manière dont on peut résoudre un problème. Le terme algorithme naïf signifie que l'algorithme va rechercher la concordance, bien l'appariement entre les résidus sur toutes les positions possibles. Et donc, il va essayer toutes les combinaisons possibles. Donc, rechercher un alignement optimal signifie qu'on devra choisir l'alignement qui présentera le maximum de positions d'identité, le minimum de positions présentant des mutations ponctuelles, qu'elles soient mismatch ou bien gap, sur une taille d'alignement la plus petite possible. Cela veut dire que le meilleur alignement possible entre deux séquences A et B est celui qui minimise la distance observée entre les séquences et qui maximise le score de similarité. Si on prend l'exemple des deux séquences précédentes, il existe plusieurs types d'alignements avec des positions très différentes. Si l'on essaye de dessiner tous les alignements possibles, on a essayé ici
de tracer quelques exemples d'alignement possibles entre les deux séquences. Et vous voyez qu'à chaque fois que je décale la position des résidus de chacune des deux séquences, nous allons obtenir un nouvel alignement. Et si j'applique la même matrice de score pour calculer le score et la distance de chaque alignement, on va voir que le score et la distance varient énormément entre chaque alignement. Un alignement optimal est celui qui va donner le score le plus élevé et la distance la plus faible. Dans notre exemple, c'est dans l'alignement 1 où l'on va trouver le score le plus élevé et la distance la plus faible. Dans ce cas, c'est l'alignement numéro 1 qui sera considéré comme étant l'alignement optimal entre toutes les combinaisons d'alignement possibles. Toutefois, les algorithmes naïfs sont très gloutants parce qu'ils nécessitent beaucoup de ressources et de temps pour trouver l'alignement optimal, puisqu'ils cherchent à chaque fois toutes les combinaisons d'alignement possibles. À titre d'exemple, pour deux séquences de longueur n, il existe 2 puissance 2n sur racine de 2pn alignements possibles qu'il faudra trouver. Cela veut dire que si n est égal à 300 résidus, cela fera 10 à la puissance 179 alignements différents possibles à calculer, ce qui est énorme. Pour remédier à ce problème, plusieurs méthodes permettent de trouver l'alignement optimal en un temps très court et en utilisant le minimum de ressources. Parmi ces méthodes, la programmation dynamique est la méthode la plus utilisée. La programmation dynamique est une méthode d'optimisation qui permet de déterminer en une seule fois, en un temps court et de manière précise, l'alignement optimal entre deux séquences. Elle peut être appliquée pour des alignements entre deux séquences nucléiques ou bien deux séquences protéiques pour une matrice de score donnée. Pour cela, différents algorithmes ont été développés afin d'appliquer les méthodes de la programmation dynamique. Les plus importants de ces algorithmes sont ceux de Needleman et Wunsch, utilisés pour l'alignement global des séquences nucléiques et protéiques, et l'algorithme de Smith et Waterman pour l'alignement local.